En RDC, Félix Tshisekedi menace de virer des ministres et de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce sera notre premier sujet de regard croisé. Ce soir, on parlera aussi de la Gambie. Yaya Jammeh sera immédiatement arrêté s'il rentre au pays. C'est le ministre de la Justice gambien qui le dit. La Côte d'Ivoire, les évêques alertent sur le climat de peur avant la présidentielle. Et puis le Togo, le fichier électoral a été audité par des experts de la CEDEAO et de l'OIF. Voilà notre menu ce soir autour du plateau. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Face à vous Thierry Afanoukoé, directeur du site gapola.net. Bonsoir Thierry. Bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. La République démocratique du Congo, avant de commencer, mais je voudrais avant cela peut-être évoquer brièvement, parce que nous sommes entre confrères, on a appris que à la sortie d'une émission radio, des confrères ont été pris à partie par un individu. Il faut condamner cela avec la dernière énergie, Thierry. Tout à fait. Vous savez que ça s'est passé cet après-midi. Malheureusement, le confrère a donné son point de vue sur la présidentielle. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un débat sur le ralliement des autres candidats de l'opposition sur la candidature de Agbeome Kodjo-Messan. Il se fait que le confrère a pris position et ça n'a pas été accepté, en tout cas par des militants d'un autre candidat, toujours en course pour cette présidentielle du 22 février. Alors, du coup, ce militant était venu à la radio. En tout cas, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Il faudrait que les responsables de ce parti politique, je veux bien nommer l'ANC, l'Alliance nationale du changement de Jean-Pierre Fabre, qui d'ailleurs a animé une conférence de presse aujourd'hui dans la capitale. Il faudrait que les responsables de ce parti puissent parler à leurs militants. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'avis sur des questions données. Pour cela, on doit s'en prendre à ceux qui ont des avis opposés ou contraires à ce qu'on pense. Ce n'est pas bien pour notre démocratie. Ce qu'ils sont en train de faire là, je me demande qu'en diraient les militants ou le parti Unir, parce que vous savez, c'est eux qui tout le temps sont attaqués le pays depuis plusieurs décennies. Donc du coup, tout le temps, c'est eux que nos analyses et autres là se matchent, mais ils le prennent sportivement. Voilà, donc il faudrait qu'ils puissent prendre l'exemple sur ce qui se fait du côté du parti au pouvoir Unir et nous laisser faire notre travail. Ce ne sont que des analyses, des commentaires. On ne sait pas la Bible. Ils sont libres de suivre ce que nous disons ou de ne pas... Germain, c'est hautement condamnable. Oui, tout à fait. C'est même incompréhensible, parce que nous réclamons la démocratie et la liberté d'expression. C'est l'un des piliers de la démocratie. Et une démocratie sans presse n'est pas une démocratie, et la presse n'est pas là pour suivre un parti ou pour faire la volonté des militants d'un parti. Les journalistes sont libres de faire leur travail. Et puis c'est généralement des débats contradictoires où il y a plusieurs courants de pensée. Donc ça permet à ceux qui nous suivent de se faire leur vérité, parce que nous ne détenons pas la vérité, comme le disait Thierry tout à l'heure. Donc les gens souffrent que nous donnons aussi nos avis qui ne rejoignent pas forcément leur point de vue. Et c'est vraiment déplorable, parce que quand on prend ces 10 dernières années, la plupart des attaques contre la presse et les journalistes ont été l'œuvre des partis de l'opposition. Alors que dans d'autres pays, c'est le pouvoir qui s'attaque aux journalistes. Mais curieusement, dans notre pays, c'est l'opposition qui s'attaque aux journalistes, dans les meetings, dans les rencontres même
à la justice. Aujourd'hui, il y a des plaintes contre les journalistes et quand vous voyez, c'est des leaders de l'opposition qui attaquent ces journalistes-là, alors que toute l'année, les dirigeants sont laminés, sont traités de tous les noms d'oiseaux, sans qu'on assiste à cela. Ceux qui ont la force ne l'exercent pas contre les journalistes, mais c'est ceux qui n'ont pas le pouvoir, qui aujourd'hui, malheureusement, c'est une mauvaise publicité pour eux. Ils croient qu'ils rendent service à leur parti politique. Et on peut déplorer parce que même le président de ce parti s'en est pris un journaliste dans un avion il y a quelques années. Et donc, c'est un peu déplorable. Il faut que ça change. Et on ne peut que condamner, espérer que le leader de ce parti, qui a été lui-même un journaliste pendant des années, avant d'être président de ce parti, avant d'être même chef d'une institution, donc de ce pays, en tant que premier chef de file de l'opposition. Je pense qu'il doit vraiment faciliter le travail à la presse. Aujourd'hui, il a organisé une conférence de presse. S'il n'aime pas les journalistes, pourquoi est-ce qu'il invite les journalistes à venir à sa conférence de presse? Donc, je pense que la tolérance c'est une des bases de la démocratie. Il faut absolument que les gens respectent cela et qu'ils nous laissent faire notre travail. Je crois aussi qu'au cours de la conférence de presse, selon ce que j'ai lu, c'est qu'un incident aussi s'est passé au cours de la conférence de presse, au point où les confrères voulaient bouder à la conférence de presse, mais rapidement, ils se sont repris et ils ont présenté leurs excuses. Ça qui a fait finalement que les confrères ont pu finalement assister à la conférence de presse. Ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux, donc il faudrait que le courant puisse bien passer pour que le travail d'un côté ou de l'autre soit bien fait. Voilà qui est dit. Nous allons aller avec la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a menacé de virer des ministres, voire de dissoudre l'Assemblée nationale si ses partenaires de la coalition fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila sapaient son pouvoir en RDC. Le Congolais m'a confié une mission et je dois rendre compte à ce peuple, et celui qui ne va pas suivre mes instructions et qui s'attachera aux instructions de sa famille politique, il sera viré. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État devant la diaspora congolaise à Londres. Cet avertissement vise directement les ministres du Front commun pour le Congo, soit la majorité des 67 ministres du gouvernement. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucun ministre s'opposer à mes décisions, mais certains ministres me disent qu'ils subissent des pressions. C'est ce qu'il a ajouté dans un discours prononcé en lingala qui est disponible donc sur le compte Twitter de la radio Top Congo. Ça veut dire quoi, Germain Pouli, qu'il y a au sein du gouvernement un malaise de cohabitation? Oui, le malaise est réel. Plusieurs crises minent cette cohabitation-là que les uns et les autres avaient salué très tôt, parce que cette cohabitation a permis de faire la première alternance paisible dans ce pays-là. Mais très vite, vous savez que dans quelques jours, Tshisekedi va fêter un an de pouvoir. Et donc, en moins d'un an, il y a assez de problèmes qui amènent non seulement à évoquer des ministres qu'on peut virer, mais également prête à ce président l'intention de dissoudre. L'Assemblée qui est largement dominée par le parti du président sortant, Joseph Kabila. C'est un peu déplorable, mais je pense que les deux partis, les uns ont besoin des autres et ils vont pouvoir s'entendre. Quand on voit un peu la dernière réaction de la présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui même, qui essayait aussi de hausser un peu le ton pour équilibrer la terreur, pour montrer clairement que si Tshisekedi s'amuse à vouloir dissoudre l'Assemblée alors qu'il n'y a pas crise, il pourrait même être poursuivi de haute trahison. Donc ça veut dire que chacun dispose des moyens donc sur l'autre. Je ne pense pas que Tshisekedi
pourra vraiment faire ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un ras-le-bol qui se sent par rapport à plusieurs affaires. Donc surtout de partage véritable de pouvoir, et donc peut-être on y reviendra. Et tout cela fait que une fois à l'étranger, malheureusement c'est à son habitude, c'est beaucoup plus à l'étranger qu'il se prononce sur les questions intérieures, et il a cru peut-être faire plaisir à ses militants de la diaspora, mais il a failli mettre le feu aux poudres au pays, et il y a eu cette réaction donc de la présidente de l'Assemblée nationale qui va calmer les ardeurs des uns et des autres. Il a dit clairement que je ne peux pas dissoudre l'Assemblée nationale tant qu'il n'y a pas crise, mais en cas d'obstruction, je serai contraint en fin de compte de prendre la décision de dissoudre le Parlement. Est-ce que Tshisekedi n'est pas en train de faire dans le John Brie pour rien? Non, je crois que il a les moyens de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est vrai que la présidente de l'Assemblée nationale lui a rappelé les conditions dans lesquelles cette possibilité peut être utilisée. Et Tshisekedi n'est pas un garçon de course de la présidente de l'Assemblée nationale. Vous savez, et c'est difficile pour un président d'être au pouvoir, mais ne pas avoir les réelles commandes du pouvoir. Donc, vous avez vu ses premiers 12 mois, les difficultés qu'il a eues, des affaires qui ne devraient pas être à la place publique, qui se trouvent à la place publique. Donc, je crois qu'il est en train de rappeler aux uns aux autres qu'il est le chef de l'État, et en sa qualité de chef de l'État, la Constitution lui autorise un certain nombre de choses. Donc, et c'est bien qu'il puisse rappeler cela. Maintenant, le message est envoyé, en tout cas au camp de Kabila. Ils savent maintenant ce à quoi s'en tenir, parce que si jamais il y a obstruction, le monsieur, il a été, on ne peut plus clair, il va faire dissoudre l'Assemblée nationale et tout. Donc, vous voyez que ça risque de plonger ce pays-là dans une crise institutionnelle. On a vu cela dans d'autres pays. Nous ne souhaitons pas, en tout cas, puisque cette alternance a été saluée de part et d'autre du monde. Donc, nous ne souhaitons pas que ce pays puisse rentrer dans une crise institutionnelle. Les uns et les autres, je crois qu'ils vont calmer leur ardeur pour que ce pays-là, il puisse se consacrer véritablement à le reconstruire. Parce que les défis qu'il y a aujourd'hui dans ce pays, ces défis-là sont énormes. Ce n'est pas ce à quoi les Congolais s'attendent. Il faudrait que la classe politique puisse se ressaisir pour qu'on puisse aller on puisse passer en tout cas au développement de ce pays. Vous avez vu les dernières manifestations qui ont été empêchées dans le pays. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, l'attente d'être Congolais ne sont pas encore comblées. Alors, il est plus dans une sorte d'effet d'annonce là. Oui, je pense qu'il est dans une sorte d'effet d'annonce, parce que le régime politique donc en RDC est tel que, à partir du moment où il n'a pas la majorité à l'Assemblée, il est obligé d'accepter la cohabitation. Et ce n'est pas propre à la RDC, il y a plusieurs pays, notamment la France aussi, qui a vécu ce genre de situation. Donc aujourd'hui, il a tourné le dos à l'opposition avec cette victoire-là, puisque finalement elle était contestée par une partie de l'opposition, et il a partagé le pouvoir avec Kabila, parce qu'on se rappelle le lendemain de l'élection de décembre 2018 et 2019, il avait dit que Kabila était un partenaire de l'alternance. Il l'a salué, il a pratiquement obligé ses militants à concevoir la chose de cette manière. Ça veut dire qu'il comprend que sans Kabila, il ne peut pas diriger, il ne peut pas véritablement pouvoir assumer cette mission-là qu'il dit que le peuple congolais lui a donnée. Mais c'est le même peuple congolais
qui a donné aussi la majorité donc, au camp de Kabila à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui oblige les deux à travailler. Alors, c'est vrai que... Je vous propose juste une courte pause et on revient quelques secondes après.